nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie. He's already lost the war. Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau pour un nouvel épisode d'Hegemon. Alors aujourd'hui, on va parler des événements récents. Je ne sais pas comment les appeler, événements. Entre Israël et l'Iran, et avec l'implication américaine, notamment les récentes frappes décrétées et annoncées par Trump contre des sites nucléaires iraniens. Et pas la peine de revenir beaucoup en arrière, mais on va dire juste que durant la nuit du 12 au 13 juin, il y a eu des frappes israéliennes qui étaient illégales du point de vue du droit international contre des sites nucléaires iraniens. Premièrement, parce qu'ils n'ont pas eu de mandat de l'ONU pour autoriser ces frappes-là. Deuxièmement, parce qu'ils ont frappé des sites nucléaires, ce qui aurait pu éventuellement être dangereux pour les populations locales, et que l'AIEA, dans la mission première est de veiller à la sécurité de ce type de sites, semble être très timide par rapport à ce qui se passe actuellement. Et puis par la suite, on a les Américains qui en rajoutent une couche et qui entrent directement en guerre, d'après eux, non pas contre l'Iran, d'ailleurs là on entre dans le vocabulaire postmoderne, mais ils sont en guerre contre le programme nucléaire. Je ne savais pas qu'on pouvait être en guerre contre un programme. On peut être en guerre contre un pays, contre un État, contre une milice, mais contre un programme. C'est-à-dire on est en paix avec l'Iran, mais en guerre contre le programme nucléaire iranien. My first question, Mr. Vice President, is the United States now at war with Iran? No, Kristen, we're not at war with Iran. We're at war with Iran's nuclear program. Et donc, il y a eu des 3 frappes avec des bombardiers stratégiques B-2 et avec des bombes poids lourds qui permettent de percer jusqu'à 90 mètres de profondeur. Alors, depuis, on a différentes versions. Il y a les Iraniens qui annoncent avoir eu le temps de déplacer tous les silos d'uranium enrichi et que la frappe n'a été que théâtrale. Certains même parlent d'une frappe coordonnée entre Washington et Téhéran, juste pour aider Trump à faire plaisir formellement à Israël sans pour autant entrer dans une guerre dont il ne voudrait pas. Et donc ça va interpeller également la dimension pacifiste entre guillemets de Trump et plein d'autres éléments dont on va parler avec Karine Béché-Golovko, que je salue immédiatement. Bonjour Karine. Bonjour Rachid. Alors on a de la matière aujourd'hui. Alors, je ne sais pas honnêtement par quoi commencer, mais on peut commencer déjà par le côté, entre guillemets, pacifiste de Trump. Trump a promis que s'il devait gagner les élections présidentielles aux États-Unis, il allait mettre fin aux 2 guerres qui existaient à son époque. La guerre en Ukraine et la guerre à Gaza. Et depuis, on a vu qu'il n'a réussi à en finir aucune des 2 et qu'il en a rajouté une 3e. En tout cas, qu'il a autorisé le développement d'une 3e contre l'Iran. Alors, que penses-tu de ce côté pacifiste de Trump? Est-il forcé à faire ce qu'il a à faire contre son gré, ou bien est-ce un masque qu'il mettait en avant pour déployer un agenda qui n'est pas du tout pacifiste? En fait, c'est la question qu'on se pose dès le départ, parce que rappelons quand même que Trump est arrivé suite à des élections. Il n'est pas arrivé suite à une révolution. Donc, il n'y a pas eu de changement fondamental des élites au pouvoir. Les élites au pouvoir globalistes qui étaient en place avant Trump sont toujours au pouvoir aujourd'hui. Est-ce que même si un individu voudrait pouvoir remettre en cause ce système, est-ce qu'il le pourrait? Non, parce qu'un État, c'est un système. Une gouvernance, elle est systémique. Un individu va pouvoir aller un peu plus loin, un petit peu moins loin, influencer, oui, mais fondamentalement, il ne pourra pas changer à lui seul de paradigme idéologique, sauf à déclarer la guerre à ce système. Et il n'a pas déclaré la guerre à ce système. Il est rentré dans ce système, il est rentré avec ce système, et il suffit de voir les nominations qu'il a faites d'ailleurs derrière. Donc ça, c'est le premier point sur le fait que il y a eu énormément d'attentes sur Trump, et il me semble qu'il y a eu une énorme fantasmagorie. Et ça a tellement bien marché parce que les gens avaient envie d'y croire. Donc ils se sont convaincus eux-mêmes. Ce qui fait que effectivement, les globalistes ont pu jouer sur du velours. Ils ont fait comme si il y avait une remise en cause, une remise à niveau, une remise à zéro en fait de leur gouvernance, alors qu'en fait ils continuaient tranquillement, tout en bénéficiant au début de la nouvelle légitimité du capital de légitimité de Trump.
Donc c'est une très belle opération de marketing politique, surtout. Ensuite, il me semble que dans les guerres que Trump ne devait pas faire et qu'il a faites, il y a eu aussi le Yémen. Donc, au cours de laquelle il a aidé aussi l'Arabie Saoudite. Donc, on voit très bien que il n'y a pas d'agenda anti-guerre et il n'y a aucune remise en cause du fait que les États-Unis maintiennent et veulent maintenir une forme de gouvernance sur le monde, ce que d'ailleurs Trump a lui-même déclaré dans ses réseaux sociaux en disant que il est le maître du monde global. Point. Et la question, elle se posait pas. Donc, quand ce monde global a besoin d'une intervention de force, il le fait. Simplement, il le fait d'une manière différente. C'est-à-dire qu'avant, ils allaient apporter la démocratie, ils se battaient ouvertement, ils disaient qu'ils allaient se battre. Là, maintenant, ils vont apporter la paix par les armes. Et c'est à chaque fois cette espèce de nouveau slogan qui est lancé, c'est la pacification par la force. Certes, mais ça s'appelle une guerre. Donc finalement, Trump n'a pas arrêté la guerre en Ukraine et elle continue. Elle continue d'autant mieux que les pays de l'OTAN passent à un budget militaire de 5%, c'est-à-dire que ça va baisser sur les prestations sociales, ça va faire des ponctuations sur les économies nationales qui sont déjà extrêmement faibles, et bref, sont les contribuables qui vont payer les guerres otaniennes et les guerres atlantistes. Par ailleurs, l'aide militaire qui est apportée à l'Ukraine n'a absolument pas été réellement remise en cause par l'administration de Trump. De toute façon, elle était déjà largement assurée jusqu'à l'été, donc jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème. Trump avait eu quelques mois pour essayer d'utiliser l'arme des négociations pour faire capituler la Russie, ça n'a pas marché. Il y a de fortes chances qu'à partir de l'été ou en septembre, on voit une réactivation du programme militaire américain destiné à l'Ukraine pour la simple et bonne raison que maintenant, de toute façon, le temps sera passé, sera possible de le faire. De la même manière, Trump a toujours eu une position totalement pro-israélienne et il l'a continué, c'est-à-dire qu'il a soutenu l'opération militaire d'Israël à Gaza et il refuse de voir le génocide qui est commis par Israël contre les Palestiniens. De la même manière, il soutient l'intervention militaire d'Israël en Iran aujourd'hui. Nous sommes en fait dans cette même logique de ce monde global qui doit être gouverné par un seul centre. À partir du moment où il y a des zones qui peuvent échapper politiquement d'une manière ou d'une autre, même légèrement, même pas complètement, mais qui peuvent échapper à ce pouvoir central, c'est-à-dire qu'il y aura dans ce cas-là des territoires qui échapperont, mais il y aura aussi des ressources qui échapperont. Et ça, c'est absolument inacceptable dans le cadre d'une gestion globaliste. Donc finalement, Trump n'a rien changé. Il garantit toujours le fonctionnement du monde global. Il y a une tentative simplement d'utiliser l'illusion afin de faire un regain de légitimité puisque la gouvernance globale est largement critiquée, de moins en moins acceptée, donc elle est obligée d'être de plus en plus autoritaire. Trump a été mis en place pour essayer de mettre en place un espèce de faux reset, que les gens puissent accepter qu'il y ait une certaine volonté, peut-être de remettre en cause certains ex-évokistes, mais sans remettre en cause le fondement réel de cette gouvernance. Et ça se voit aussi avec l'Iran. Alors cette idée de pacification par la guerre, ça me rappelle le titre du tristement célèbre BHL, La guerre sans l'aimer. On est obligé de faire des guerres pour la paix. Alors, j'ai différentes questions par rapport à ça. Alors, si on part de l'idée que Trump est réellement de bonne foi et qu'il voulait réellement mettre fin à la plupart des conflits, en Ukraine, à Gaza, d'ailleurs, il a imposé un cessez-le-feu qui était très fragile, qui a duré 1 semaine, je crois, avant qu'Israël ne reprenne les frappes, mais disons qu'il a quand même tenté. Et que par rapport à l'Ukraine, peut-on lui trouver comme alibi le fait qu'il y a une différence de paradigme? C'est que pour Trump, tout peut se régler par des deals gagnant-gagnant, des deals commerciaux par de l'argent. Et qu'en proposant un deal intéressant économiquement autant pour l'Ukraine que pour la Russie, il pensait être certain que, étant lui-même rationnel, les autres étant rationnels, il n'y a pas de raison que la guerre continue. Mais le problème, c'est qu'il y a un autre paradigme chez d'autres peuples qui n'est pas un paradigme marchand, mais qui est un paradigme qui relève d'une autre rationalité, d'une rationalité civilisationnelle, d'une réalité culturelle. Et que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et derrière l'Ukraine, l'OTAN, etc., est une guerre à caractère civilisationnel. Et que face à ce type de conflit,
On ne peut pas opposer un deal et régler le problème par un deal. Et d'où le fait qu'on voit qu'il a levé la main sur le dossier et qu'aujourd'hui, il s'est retiré, vous vous débrouillez. C'est-à-dire, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai proposé un deal gagnant-gagnant financièrement, mais le problème, c'est qu'il occulte toutes les autres dimensions. Et que pour la Russie, c'est une guerre existentielle, même si elle ne la mène pas comme si c'était une guerre existentielle, parce que dans ce cas, on mobiliserait 5 millions de Russes et la guerre s'est repliée en un mois. Mais on mène une guerre comme s'il n'y avait pas de guerre. Les gens à Moscou, etc., ne ressentent pas la guerre. Mais c'est une guerre, peut-être pas existentielle, le mot est trop fort, mais que c'est une guerre à caractère civilisationnel pour la Russie, ce que Trump n'arrive pas à comprendre et que de fait, il n'a pas la clé pour comprendre et régler le conflit. Alors, en fait, effectivement, il y a ici deux et pareil axes. pour Israël, pardon, et pareil pour Israël et Proche-Orient, tout est civilisationnel là-bas. Tout à fait. Il y a en fait deux axes. Soit il est de bonne foi, soit c'est un escroc. Je dirais qu'à la fin, en fin de compte, ça change pas grand-chose, mais effectivement, il y a deux approches. Est-ce qu'il est de bonne foi, tout d'abord? Les éléments que tu as avancés, oui, s'il y a effectivement une confrontation de deux paradigmes, d'un côté le paradigme libéral où c'est on va dire un pouvoir de marchand, une époque de marchand, et les marchands doivent pouvoir négocier parce que ils ne peuvent pas s'affronter, ils ne peuvent pas rentrer dans le paradigme schmissien de l'ennemi-ennemi qui lui oblige en quelque sorte à aller au fond du conflit. Donc la guerre est une option envisageable, pas forcément la meilleure, mais en tout cas elle est envisageable. Alors que normalement dans le paradigme des libéraux commerçants, effectivement la question de la guerre doit être évacuée parce que on est dans ce cas-là dans des structures qui imposent un intérêt supérieur à l'intérêt individuel. C'est qu'on va pas aller mourir pour un contrat, on va mourir pour une patrie. Et ce sont ces incompatibles visions des choses qui effectivement peuvent s'affronter ici. Personnellement, j'ai beaucoup de doutes sur le fait qu'il était réellement de bonne foi parce que s'il était de bonne foi, ça veut dire qu'au-delà de sa bonne foi, il était complètement stupide. Parce que dans ce cas-là, si tu veux réellement mettre en place un deal, il faut que tu aies quelque chose à proposer à la Russie. Or, il n'a strictement rien proposé à la Russie, sauf le fait que les États-Unis allaient reprendre la centrale de Zaporozhye, puisque les États-Unis en avaient besoin. Sauf que les États-Unis s'approprient les ressources naturelles du sous-sol ukrainien, etc., etc. Donc, voilà, il a juste proposé de reconnaître officiellement la Crimée comme étant russe. C'est ce truc qu'il a mis sur la table. Oui, mais on n'appelle pas ça un deal équitable et certainement pas un deal qui allait pouvoir être intéressant. Il faut quand même être sérieux un petit peu. Donc, il n'y avait aucune concession réelle du côté américain. Or, la Russie devait reculer, tout abandonner et rentrer chez soi. Et donc, évidemment. Et c'est ça qui laisse douter quand même de sa bonne foi et qui nous fait quand même plutôt pencher vers le fait qu'il y a une certaine tentative de manipulation politique de la situation, surtout que la Russie a quand même, les élites l'ont montré jusqu'à aujourd'hui, une énorme envie de se faire tromper, et c'est dommage quand même de ne pas utiliser cette volonté d'être trompé encore une fois. Or, là, la Russie, quand même, a trouvé que la ficelle était un petit peu grosse et quand même a freiné. Donc, il y a effectivement ce problème des conflits. Et comme tu l'as dit à très juste titre, nous sommes dans un conflit civilisationnel. La question qui se pose, c'est est-ce que réellement des conflits entre États peuvent être réglés du point de vue marchand? J'ai des doutes là-dessus. On peut régler effectivement des conflits entre des sociétés parce qu'il n'y a pas d'enjeu derrière civilisationnel. Or, quand nous avons des conflits entre des États, des conflits entre des territoires, nous sommes de toute façon dans le cadre d'un conflit civilisationnel. Et ça montre bien les limites de la pensée néolibérale aujourd'hui dans laquelle nous vivons, selon laquelle toutes les méthodes et toutes les techniques du privé doivent pouvoir s'appliquer au public. Non, manifestement, nous sommes ici confrontés à la limite de la possibilité d'utilisation de manière efficace de ces instruments qui existent dans la sphère privée afin de régler les conflits. Des conflits individuels ou des conflits commerciaux n'ont strictement rien à voir avec des conflits publics et des conflits entre des États. D'ailleurs, c'est ce qui oppose les politiciens au sens positif du terme au manager. Le politicien se met au service d'une cause supérieure. Le manager, il est dans la gestion du quotidien, il n'est pas dans la vision. Absolument.
Alors, d'ailleurs, Trump est en train d'en payer le prix relativement, notamment depuis le soutien inconditionnel à Israël contre l'Iran. Bon, déjà, il avait perdu Elon Musk, la rupture entre les deux. Puis il y a eu Carl Tucker, qui était l'un des principaux soutiens médiatiques sur le digital de Trump, qui également est anti-israélien par rapport à ces conflits-là, où il défend la légitimité de l'Iran, la souveraineté de l'Iran. Et puis il y a Candace Owen également, qui avait même proposé de remplacer MAGA, Make America Great Again, par MIGA, Make Israel Great Again. Et il est en train de perdre tous ses alliés au niveau médiatique, au niveau du digital, et en fait, il est en train de redevenir néoconservateur. Enfin, on quitte le Trumpisme tel qu'on nous l'a vendu, comme étant une forme de révolution tranquille, et on revient vers le néoconservatisme le plus dur et le plus anti-russe et anti-iranien. Mais avant d'aborder la question de la mollesse de la réaction russe par rapport aux frappes israéliennes contre l'Iran, j'aimerais que l'on revienne sur différents épisodes qui ont abouti à la situation actuelle. Alors, on a échangé en off tout à l'heure et tu avais mis l'accent sur le fait que ce qui se passe actuellement en Iran est la conséquence de plusieurs retraits stratégiques opérés par l'Iran, à juste titre ou non, on va en parler. Mais premièrement, elle a été spectatrice du détricotage du Hezbollah par Israël au Liban. Effectivement, le Hezbollah a été décapité, une grande partie de ses capacités a été neutralisé. Puis par la suite, il y a le régime syrien qui est tombé. Puis naturellement, après, vient l'Iran. Donc, comment comprendre ce comportement de l'Iran? C'est-à-dire un manque de lecture stratégique ou bien peut-être une incapacité à intervenir et autant faire un retrait stratégique plutôt que de s'embourber dans un piège tendu par Israël? Parce que l'Iran pourrait dire que peut-être la Syrie était mon Afghanistan, que Israël voulait en faire un Afghanistan pour moi et que je ne suis pas tombé dans le piège. Effectivement, c'est difficile de dire est-ce que l'Iran est tombé dans le piège ou est-ce que l'Iran a évité un piège mais finalement pour tomber dans un autre, puisque le résultat montre que, en fin de compte, elle est attaquée. Donc, il y a eu un problème dans sa stratégie. Après, elle aurait pu être attaquée peut-être plus fort, elle aurait peut-être pas été prête à répondre avant, donc c'est difficile à dire, à réécrire l'histoire si on change les bifurcations. En attendant, il me semble qu'il y a plusieurs leçons à tirer parce que la manière dont l'Iran se comporte, on peut se poser les mêmes questions à différents sujets à l'égard d'autres pays, notamment en partie aussi à l'égard de la Russie ou de la Biélorussie aussi, etc. Parce que il y a, à mon avis, un aspect particulier lié à l'Iran, c'est que il y a eu certains actes terroristes qui ont été ciblés en Iran. Déjà, on se souvient de cet étrange, quand même, crash de l'hélicoptère qui a permis de mettre en place un président qui n'a pas tout à fait la même ligne politique, ce qui derrière a eu d'ailleurs des conséquences très directes sur la conclusion du traité bilatéral de sécurité avec la Russie. L'on se souviendra aussi qu'une grande partie de l'état-major a été décapitée, donc, et certaines têtes extrêmement fortes, des héros justement de ce combat, des gens qui avaient une expérience, une vision stratégique. Donc, il y a eu un travail de sape qui a été mis en place très concrètement en avant, et d'ailleurs là aussi on peut faire le parallèle avec ce que tente de faire l'armée atlantico-ukrainienne contre la Russie quand ils essayent de cibler certains généraux, certaines personnes, parce qu'il est évidemment qu'on ne peut pas mettre tous les responsables militaires, politiques dans des bunkers et les enfermer à triple tour. Donc il y a objectivement toujours un risque derrière. Il y a cet aspect-là. Ensuite, il y a un problème, à mon avis, ça c'est plus situatif, mais il y a un vrai problème stratégique. Les élites qui sont actuellement en place, d'une manière ou d'une autre, ont été contaminées. Et malheureusement, c'est ce problème de la globalisation, c'est que objectivement, aujourd'hui, elle est toujours et encore globale. C'est-à-dire que le mode de pensée reste quand même contaminé par certaines visions, certains concepts qui servent la sécurité globale. Et il y a notamment ce culte du je n'interviens pas ailleurs parce que formellement, ça ne me concerne pas directement. Ça te concerne. Est-ce que tu as le courage de faire ce pas politique ou pas? Il y a ce culte du tout est négociable, il faut négocier, la négociation c'est sacré. Rappelons quand même que l'Iran était prête à négocier jusqu'avant que Israël lance les premières frappes. Et c'est Israël qui justement comprend parfaitement que les négociations sont un instrument de guerre.
ce que la Russie a du mal à comprendre aussi. Et donc, on voit des pays qui sont soi-disant alternatifs, qui veulent se poser en dehors du monde global, mais qui finalement jouent uniquement avec les règles, en tout cas de manière prépondérante, avec les règles et dans les limites imposées par le monde global. Donc, ils se mettent en position de faiblesse. Et ça, on le voit à chaque fois. L'autre aspect qui est extrêmement dangereux et qui vient aussi de ces imprégnations idéologiques des élites dirigeantes aujourd'hui à peu près dans tous les pays, c'est cette peur de dire j'ai un intérêt national, il est objectivement mis en danger, donc moi je vais prendre les devants et je vais aller agir. À chaque fois, ils attendent d'être touchés personnellement pour finalement dire non, mais regardez, je suis gentil, je viens simplement me défendre. Et en plus, continuer à essayer d'expliquer à la personne, aux États et aux forces qui les agressent que ce sont des gentils et qu'ils se défendent. Et c'est en ce sens-là où, de manière assez surprenante, il y a une guerre ouverte. Donc, théoriquement, on devrait, dans ce paradigme schmittien de l'ami-ennemi, mais, et comme on en a parlé déjà la dernière fois, on n'arrive pas, et ces élites n'arrivent pas à faire le dernier pas, c'est-à-dire à concevoir que réellement, en face d'eux, c'est l'ennemi. C'est-à-dire qu'on peut pas négocier, malheureusement. Parce que il y a ce problème civilisationnel, parce que il y a cette nécessité d'assurer son intérêt national qui est vital et qui est absolument incompatible avec celui de l'autre. Donc, tant qu'il ne sera pas possible de remettre en place un équilibre des forces, c'est-à-dire que tant que ces pays n'arriveront pas à se repositionner réellement comme des forces en tant que telles, dans ce cas-là, elles seront toujours en position d'infériorité. Israël se pose pas la question de savoir est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va pas bien se passer. Il estime, à tort ou à raison, ça c'est autre chose, que son intérêt national est en jeu. Ils agressent, ils attaquent parce que c'est primordial. Point. À côté de ça, on voit l'Iran qui hésite, c'est la Syrie, c'est pas tout à fait nous, c'est le Hezbollah, finalement on est à côté. Jusque-là, pour nous, ça vient, on va essayer de négocier le programme nucléaire. On a la Russie qui explique que non, mais même aujourd'hui encore, la Russie qui met en place une bande tampon, parce que quand même, il faut limiter un petit peu les attaques en profondeur sur le sol russe. On entend encore, il y a pas longtemps, le chef de l'État expliquer gentiment que non, mais on présente pas du tout au territoire de soumis, c'est juste en attendant pour voir, après on verra, peut-être, les territoires on veut pas. Comment tu veux assumer la sécurité si tu contrôles pas le territoire? Et à un moment donné, il faut quand même avoir un petit peu plus de courage politique et sortir de ce paradigme globaliste. Et c'est ce qui fait pour l'instant la force d'Israël, des États-Unis et de tout ce clan globaliste, c'est que eux maîtrisent les concepts, maîtrisent les règles du jeu et tout est mis en place dans leur intérêt. C'est, pour continuer le parallèle avec la Russie, c'est quand même, on en avait parlé la dernière fois, mais ça me semble extrêmement important de le rappeler, c'est quand même absolument impressionnant de voir que la Russie respecte unilatéralement, alors qu'elle en est sortie, le traité START 3 ou New START, c'est-à-dire qu'elle laisse tranquillement ces bombardiers stratégiques en plein air pour que les petits satellites américains puissent voir où ils sont, qu'ils puissent fournir les renseignements à l'armée atlantico-ukrainienne qui peut ensuite tirer. De la même manière, on voit ici heureusement quand même une certaine réaction de l'Iran parce que les États-Unis ont tiré soi-disant sur des cibles nucléaires, ce qui en soi quand même provoque un certain danger de contamination et de sécurité internationale, mais bon, et de violation du droit international humanitaire, c'est une autre question. Mais bon. Et l'AIEA explique que l'Iran doit absolument indiquer à l'AIEA où se trouvent les réserves d'uranium pour que il puisse être contrôlé ou pour que le renseignement puisse être passé à l'armée américaine afin qu'elle puisse finir le travail. Donc ici, il y a un problème. À un moment donné, on ne peut pas respecter les règles de l'ennemi parce que c'est l'ennemi. Et malheureusement, le droit international tel qu'il existe aujourd'hui n'est plus du droit international entre les nations. C'est un ensemble de règles qui est prévu pour garantir et favoriser le pouvoir global. C'est un peu comme à l'époque du 19e et du début 20e, le droit des gens. C'est-à-dire, il y a le droit de l'Occident et puis le droit des non-occidentaux, qui n'est pas tout à fait le même. Et que si un occidental tue un japonais, il ne va pas être jugé de la même manière que si un japonais tue un japonais. De manière plus tendre, il va être jugé. Et d'ailleurs, si je comprends bien, c'est que d'un côté, on a un Occident collectif qui, on le veuille ou non, a une vision stratégique.
et n'a pas de problème pour désigner son ennemi, même dans ses doctrines. Il dit clairement, l'ennemi, c'est la Russie, la Chine, l'Inde, la Corée du Nord, nommément. Il nomme son ennemi. Comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et de l'autre côté, on a une armée mexicaine, avec la Russie, la Chine, l'Iran, l'ancienne Syrie avant le coup d'État, enfin avant l'opération menée par les Turcs et les Israéliens et les Américains, où chacun a sa petite lecture stratégique, où chacun n'arrive pas à nommer clairement l'ennemi, où l'ennemi, ce n'est pas l'Occident collectif, mais c'est l'ingérence occidentale en Ukraine qui est problématique. La Chine, pareil, qui appelle toujours au respect du droit international, qui, comme tu l'expliques bien, n'a rien d'international. Donc, elle appelle au respect l'Inde aussi maudit, qui nous fait des magnifiques déclarations qui demandent en gros à l'Iran de pouvoir se laisser quand même détruire tranquillement, histoire de pas déranger l'ordre international. Surtout pour embêter le Pakistan, qui est plutôt du côté iranien. Non, mais l'Inde joue un jeu assez trouble, qui en même temps fait qu'elle fait partie des BRICS et qu'elle est pro-israélienne, parce que anti-musulmane par rapport au Pakistan. Donc c'est un jeu très asiatique. Mais en même temps, si on devait trouver un alibi, je dirais que la Russie ne peut pas obliger des partenaires à bâtir un bloc cohérent s'ils ne le veulent pas. Je donne un exemple. L'exemple de la Syrie. Quand la Russie a sauvé le régime syrien, en intervenant militairement contre Daesh, Jabhat al-Nusra, etc., il y avait un deal. La contrepartie, c'est que le régime syrien devait entamer les réformes nécessaires pour qu'il puisse survivre. Or, rien n'a été fait. La corruption est restée, l'absence de liberté politique et d'expression est restée, il n'y a aucune réforme qui a été faite. Avec une crise, une hyperinflation, des sanctions économiques imposées à la Syrie. Et donc, à la fin, la Russie s'est retrouvée non pas avec un régime, mais avec un actif toxique, un passif toxique, qui est devenu le régime syrien, qu'on ne pouvait plus sauver, parce qu'il n'a rien fait pour se sauver lui-même. Il n'a pas entamé les réformes nécessaires. Pareil, par exemple, pour la question de l'Iran. La Russie a signé avec l'Iran un accord stratégique récemment, et la Russie voulait, d'après certaines sources, intégrer un accord de sécurité mutuelle. Un peu à l'image de celui qui est signé avec la Corée du Nord, et qui marche très bien d'ailleurs, puisqu'il y a des soldats nord-coréens qui ont combattu à Koursk. L'Iran n'a pas voulu. La Russie ne peut pas l'obliger à le faire. Donc à un certain moment, le manque de cohérence du camp opposé à l'Occident collectif est à imputer de manière égale à peu près au niveau de tout le monde. C'est-à-dire tout le monde est responsable à cette échelle-là. Alors que faire dans ce cas de figure ? Alors là, effectivement, il y a un problème, c'est que d'un côté, nous avons, je dirais, l'axe Atlantis et les pays de l'axe Atlantis qui se présentent plus ou moins de manière compacte, c'est-à-dire comme un bloc. Et cela se voit également au niveau du discours communicationnel qui est produit, c'est qu'ils produisent une propagande dans le sens direct du terme, parce qu'en période de guerre, il y a évidemment une propagande, et c'est normal, qui est cohérente, qui est massive, et qui, nomme l'ennemi, nomme les façons de réduire et de détruire cet ennemi, donc le but derrière, et c'est un discours qui est assez clair et net. En face de ça, il n'y a pas de bloc. Il y a différents espaces, différents pays qui sont en partie d'accord avec la Russie, en partie pas d'accord, qui ont aussi leurs intérêts commerciaux et divers avec l'axe atlantiste, mais qui d'un autre côté sentent que le problème c'est que sans le soutien de la Russie, ils vont pas vraiment y arriver. Donc la Russie joue avec eux aussi comme ça, en apportant un certain soutien, en espérant qu'ils vont finir quand même par choisir leur camp camarade, ce qu'ils ne font pas. Donc il y a ce problème. Alors oui, chacun est d'un côté, oui, chacun effectivement est fautif. C'est-à-dire que la Russie ne peut pas être plus royaliste que le roi. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Elle va pas les forcer à le faire et elle ne peut pas et elle n'en a aucunement intérêt. Est-ce que soit elle a réellement des alliés, c'est-à-dire des gens qui partagent et qui peuvent aller aussi loin, soit il n'y a pas d'alliés. Et dans ce cas-là, il vaut mieux que ce soit clair dès le départ pour éviter aussi de se faire abandonner en cours de route. À un moment donné, elle va avancer, se retourner, il n'y a plus personne. Donc, ça serait extrêmement dangereux. Et c'est pour ça aussi qu'évidemment, elle avance doucement parce qu'elle a une cinquantaine de pays contre elle et que c'est une guerre de longue haleine. Donc, évidemment, elle va pas mobiliser 5 millions de personnes parce qu'elle se bat pas contre l'Ukraine où il y a la mobilisation. Elle se bat en Ukraine contre l'Occident, qui n'est pas mobilisé. Donc, elle garde un certain équilibre, et ce qui lui permet d'avoir à l'arrière, je dirais pas des gens qui s'en foutent, mais je dirais plutôt effectivement derrière des forces vives qui continuent à travailler, ce qui n'empêche pas de se poser beaucoup de questions effectivement sur l'imprégnation
idéologique de cette arrière, comme on vient de le voir au Forum économique, où on nous parle du rouble numérique, où il y a ce culte du numérique qui est absolument phénoménal et qui plante complètement la société russe derrière, ça c'est clair. Mais la Russie ne peut pas aller plus loin toute seule. Il faut être réaliste aussi. Après, chaque État est souverain dans ce sens très direct, dans le sens où il fait son choix. Chacun, un être humain a le droit de se suicider, un État aussi. Donc, après, la Russie compte avec les alliés qu'elle a, qui sont relativement fiables sur certaines questions, franchement pas du tout sur d'autres. Et en ce sens, les élites russes, indépendamment de la critique assez récurrente que j'ai à leur égard, conduisent une sorte de réelle politique, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine approche assez réaliste des choses. En revanche, ce qui est possible de leur reprocher, c'est que pour avoir des alliés et pour consolider un bloc, il faut produire une idée. Les valeurs traditionnelles, c'est sympa, Oui. mais ça va pas être l'idée qui va pouvoir fédérer un bloc. Il faut une idée politique, il faut une vision politique alternative à celle qui existe aujourd'hui. Et ça, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas parce que, objectivement, ces élites sont issues de la chute de l'Union soviétique. Elles sont issues, justement, et elles ont été produites et mises en place par ce pouvoir global. Après, certaines de ces élites s'en distancient plus, d'autres pas. Certaines ont un sens de la responsabilité, un sens de l'État qui s'est réveillé, effectivement. Donc, on voit un réveil de la vie politique un petit peu. Mais de toute façon, pour l'instant, il n'y a strictement aucune vision alternative. Donc, la question qui se pose, et là on en revient au paradigme de Schmitt, et les gens, vous allez leur demander de se battre. Pourquoi? Pour le numérique? Pour la nouvelle intelligence artificielle parce qu'on a tué l'intelligence humaine? Évidemment, dans ce cas-là, on n'a pas d'alliés. Et ça, c'est un problème fondamental. Et on en revient toujours à ce qu'on répète, je ne sais pas combien de fois depuis qu'on fait nos émissions, c'est que tant que la Russie n'arrivera pas à produire une idée, elle n'aura pas réellement des alliés. Elle peut avoir des partenaires ponctuellement sur certaines questions, mais elle n'aura pas d'alliés. Mmh. Mais après, le problème, c'est que comme tout est systémique dans ce monde-là, à chaque fois qu'un État, du point de vue de la réelle politique, prend individuellement une décision de battre en retraite, un peu comme l'Iran en Syrie, ou la Russie jusqu'à avoir atteint la ligne rouge en Ukraine, puisque les pays baltes sont entrés dans l'OTAN, toute l'Europe de l'Est est entrée dans l'OTAN, et puis la Chine qui va reculer, à chaque fois que l'un de ces acteurs recule, en fait, c'est tous les autres qui payent le prix. Parce que c'est tout le bloc potentiel qui est en train de reculer. Et que si jamais demain l'Iran venait à tomber, que le régime iranien venait à tomber, qu'on mettait en place un régime pro-occidental, ou bien un chaos généralisé dans la région, c'est toute l'Asie centrale qui est menacée d'instabilité, de contagion. C'est le flanc sud de la Russie qui est désormais menacé. C'est le flanc ouest de la Chine qui est menacé, surtout si le Pakistan venait également à s'écrouler après. Donc, jusqu'à quand va-t-on continuer à tolérer ces reculs stratégiques, entre guillemets, un peu comme les reculs stratégiques en Ukraine? Comme tu disais, c'est tellement stratégique qu'ils ne sont jamais revenus. Donc jusqu'à quand il faut vraiment qu'on atteigne une menace existentielle pour tous ces pays-là, pour que ces pays-là se réveillent et constituent un bloc. Alors peut-être pas idéologique, parce qu'effectivement, une idéologie, on ne peut pas la décréter. Il y a une temporalité des idées qui n'est pas celle de la politique. Mais en attendant, on peut au moins, d'un point de vue rationnel, établir des traités de sécurité mutuelle. Je rappelle qu'entre la Corée du Nord et la Russie, il n'y a aucune proximité ni civilisationnelle ni idéologique. Mais pourtant, il y a un bon sens de part et d'autre. C'est que les deux ont compris qu'un accord de sécurité mutuelle permettait de sanctuariser les deux territoires et d'augmenter leurs capacités offensives et défensives. Pourquoi au moins ne pas commencer par un accord de sécurité entre la Chine et la Russie, par exemple? Au moins. Parce que nous vivons dans le monde réel dans lequel des puissances à peu près égales sont concurrentes. Donc, elles peuvent avoir une coopération tactique, elles n'auront pas de coopération stratégique. Et en ce sens-là, l'histoire a toujours montré cette concurrence entre la Chine et la Russie qui, à certains moments, peuvent s'allier sur certaines questions qui ensuite vont se combattre sur d'autres parce que, justement, il y a une concurrence géopolitique. Le problème est que on en revient là à cette question, je dirais, pour la reformuler un peu différemment, même si c'est exactement la même chose, c'est comment va-t-on passer de ce monde unipolaire à un monde multipolaire? Mais pour l'instant, on va pas revenir à un monde des nations parce que c'est pas prêt encore. Ouais, tout à fait.
Et le problème est que entre la Chine et la Russie, je pense pas qu'il puisse y avoir justement cet accord parce que ce sont deux pays qui prétendent avoir des pôles chacun. Dans un pôle, il y a quoi? Il n'y a pas d'égalité entre les pays. Il faut être réaliste, hein. Un pôle, il y a un État qui domine et il a des États autour de lui qui forment un bloc. Et il y a ainsi plusieurs blocs. L'existence de ces plusieurs blocs peut permettre d'arriver à une certaine stabilité. C'est pas le retour à l'état des nations dans le sens où tous les États, malheureusement, dans cette configuration, ne sont pas souverains. Mais en tout cas, c'est une transition pour revenir au moins à la compréhension, à la conceptualisation de l'intérêt national. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, les élites dirigeantes, partout, ne conceptualisent même pas leur intérêt national. Elles n'arrivent pas à le concevoir. Et ce qu'on ne conçoit pas, on ne peut pas le réaliser. Donc, elles ne pourront pas même penser la nécessité de conclure, ne serait-ce qu'effectivement des accords bilatéraux de sécurité, ce qui semblerait la logique minimale quand même dans la configuration actuelle, parce qu'elles sont toujours, comme on le disait, modelées avec des concepts globalistes et que pour l'instant, elles n'arrivent pas à en sortir. Donc, elles ne voient pas le monde autrement. Elles sentent qu'il y a un problème. Elles sentent que ça marche pas. Elles sentent que c'est dangereux pour elles. Mais elles n'arrivent pas à en sortir parce que pour l'instant, elles sont encore contaminées et même, je pense que certains sont sincèrement persuadés que si jamais ils s'en sortent, dans ce cas-là, c'est fini pour eux. Dans ce cas-là, ils vont se perdre parce qu'ils ont été complètement embrigadés pour penser cette manière-là. Et regardez, même simplement si on fait le parallèle avec l'Union européenne et les pays européens, quel politicien aura le courage aujourd'hui, un politicien systémique, je dis, de dire qu'il faut sortir de l'Union européenne? Mais non, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le pays va s'écrouler tout de suite. Comme si la France n'avait jamais existé avant 92, mais c'est à mourir de rire. Donc, il y a cette espèce de fanatisme, ce conditionnement des esprits et des élites qui sentent un peu plus dans ces pays, effectivement, à la différence des pays occidentaux qui sont pour l'instant intellectuellement complètement morts, que il y a effectivement un problème, mais qui pour l'instant n'arrivent pas à conceptualiser une véritable solution en dehors du cadre qui leur est posé. D'accord. Mais maintenant, le problème, c'est qu'en attendant cette prise de conscience qui tarde à arriver, bon, déjà, premièrement, l'Occident collectif a encore de beaux jours devant lui pour continuer à dominer, déjà mentalement, et puis par la suite au niveau du terrain, parce qu'il peut s'appuyer sur les différentes ailes libérales, marchandes, néolibérales dans chacun de ces pays, autant en Iran d'ailleurs qu'en Russie ou en Chine ou ailleurs. Il y a toujours une cinquième colonne qui est présente un peu partout. Mais le problème, c'est que si jamais la Russie venait à lâcher l'Iran, alors imaginons qu'on monte en escalade, que l'Iran réagit en frappant des bases militaires américaines et que les États-Unis entrent en guerre. La Russie se limitera à des condamnations au niveau de l'ONU et par des résolutions qui ne vont jamais être votées parce qu'il y a le veto américain. Et l'Iran tombe. La prochaine étape ne pourrait-elle pas être, d'ailleurs comme tu l'as développé récemment, ne pourrait-elle pas être la Russie? C'est-à-dire après l'Iran, la Russie, pour reprendre le titre que tu as mis en avant. D'autant plus que les Ukrainiens, l'armée ukraino-otanienne, a attaqué d'ailleurs des bombardiers stratégiques russes et donc en porte atteinte directement, même si c'est partiel, mais déjà au capital de dissuasion de l'armée russe. Donc demain, pourquoi ne pas entrevoir des frappes préventives de l'OTAN au niveau du territoire russe pour neutraliser les silos de lancement des missiles balistiques ou sachant que la doctrine russe n'autorisera pas une réponse nucléaire face à ce genre de frappe. Parce que l'armée de l'OTAN ne va pas entrer en Russie. Elle va juste en fait, elle va pas être en guerre contre la Russie, mais elle va être en guerre contre l'arsenal nucléaire russe. Parce qu'avec le vocabulaire contemporain, c'est ça. C'est vrai qu'ils ont quand même une très belle formulation. C'est magnifique. En fait, juste une petite correction, sauf erreur de ma part, l'Iran a frappé déjà une base militaire américaine. Pas cette fois, la précédente. En Syrie, ils ont frappé Quand une base. Là, j'ai vu passer l'information. Peut-être en temps réel, oui, peut-être j'ai raté. Ouais. Donc je sais pas. Après, ils font voir si ce soit confirmé, etc. Ouais. Mais il semblerait que, en tout cas, il y ait eu des frappes sur justement une base américaine en Syrie. Bon, les dégâts sont pas phénoménaux. Oui, c'est pas le Qatar, c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est pas les vraies bases. C'est pas Pearl Harbor non plus. Ouais. Hein. Mais il y a aussi cet autre aspect. On réfléchit en fait toujours comme si nous étions dans une espèce de monde encore réel,
totalement et politique entièrement. C'est-à-dire que logiquement, les États-Unis effectivement devraient, dans ce cas-là, ils ont été frappés quand même si c'est pas beaucoup, ils ont été frappés, ils doivent rentrer en guerre. Or, nous vivons une époque merveilleuse dans laquelle les États-Unis font la guerre absolument partout, mais sont en guerre contre personne. Et il n'y a aucune raison pour que ça change, parce que ça marche. Donc, ils ne vont certainement pas officialiser la situation, parce qu'à partir du moment où tu officialises, derrière, tu mets en place tout l'arsenal juridique aussi qui va avec la guerre. Et dans ce cas-là, ils formalisent à ce point l'ennemi, mais le formalisent juridiquement, ce qui autorise aussi, parce que les pays en face sont assez formalistes, en tout cas la Russie est très formaliste, et d'autres aussi, ce qui permet de dire, nous avons été victimes d'une déclaration de guerre, donc nous aussi, du coup, nous sommes en guerre, et dans ce cas, il y a toute la machine qui se met en route. Et ça, les États-Unis ne veulent pas mettre en route cette machine-là. Enfin, les États-Unis, disons, les globalistes en général, ne veulent pas mettre en place. Donc, la Russie ne s'engagera pas dans la guerre, formellement, mais les États-Unis non plus. Et en ce sens-là, les deux mènent une guerre postmoderne qui, en fait, dans la réalité, est de plus en plus une guerre classique des temps modernes. Donc, et là, nous arrivons à ce paradoxe. Et c'est pour ça qu'on a du mal quand même à aller saisir ce conflit, parce que il y a ce côté postmoderne de la non-identification de l'ennemi, du fait que les guerres sont à la fois étatiques mais non territoriales, dans le sens où il ne suffit pas de gagner sur un territoire pour que la guerre finisse. Il y a le problème de la technologie qui a modifié la stratégie militaire, parce qu'ils font la guerre presque à ciel ouvert maintenant sur beaucoup de domaines, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, il y a effectivement un changement de paradigme. Et pourtant, c'est une guerre on ne peut plus classique dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et c'est important de pas rester dans cette illusion que l'on nous vend de ces guerres postmodernes, qui donc peuvent être réglées avec des petites négociations, parce qu'elles sont postmodernes, soi-disant. Non, elles sont classiques, mais développées de manière contemporaine, c'est-à-dire avec d'autres instruments, d'autres enjeux, ce qui est tout à fait logique. Donc, on arrive effectivement à cette idée que nous avons une guerre qui est en cours. Donc, quand les gens s'inquiètent de savoir si la Troisième Guerre mondiale est en jeu, qu'ils peuvent se rassurer, elle est déjà en jeu. Donc, elle va pas arriver après, elle est là déjà. Donc, en quelque sorte, il n'y a pas grand-chose qui va changer. En revanche, elle se place sur des territoires et des espaces et des fronts qui sont extrêmement éloignés les uns des autres. Et nous avons le front ukrainien d'un côté, nous avons le front palestinien de l'autre, le front iranien aussi. Il peut y avoir d'autres fronts qui peuvent s'ouvrir. Taïwan demain. Taïwan aussi, tout à fait, peut s'ouvrir. On peut remonter aussi avec les pays baltes, avec la Roumanie, etc. Donc, il y a une possibilité encore d'ouverture de nouveaux fronts. Mais tout ça, c'est une seule guerre, parce que pour déterminer les parties à la guerre, il faut déterminer quelles sont les puissances qui se battent. Nous avons d'un côté la puissance globaliste, qui est présente dans différents pays et qui contrôle différentes élites nationales, mais c'est le même centre de pouvoir, notamment en Israël, notamment en Ukraine, et d'ailleurs on l'a vu avec les espions ukrainiens qui ont été récupérés en Iran et interpellés, et qui avaient été fournis, formés, etc. avec Israël. Donc on voit bien que nous avons d'un côté une seule puissance, et cette puissance fait la guerre, et ça c'est peut-être la nouveauté de ce conflit, aux États. C'est-à-dire que c'est pas une guerre entre les États aujourd'hui, réellement. C'est plus une guerre contre les États. C'est-à-dire que nous avons ces puissances globalistes qui ont colonisé certains États, qui font la guerre aux puissances plus ou moins nationales qui restent encore dans certains États, parce qu'ils ont besoin de faire tomber justement ces États en tant qu'États, qui ont encore une certaine volonté de souveraineté. Et c'est ce paradigme qui est assez difficile en fait à saisir, et qui pose la question et comment ça finit, parce que c'est pas évident quand c'est pas entre les États. Donc la Russie derrière effectivement se retrouve derrière en danger, et espérons quand même qu'elle le comprend. On garde espoir qu'elle a finalement tiré un petit peu les leçons, parce que elle est moins docile sur le front des négociations, comme ça avait pu être le cas en 2022 ou même avant avec Minsk. Et là, elle joue aussi, elle a repris la main sur le front des négociations, elle a joué pas mal les dernières fois d'ailleurs. Et elle essaye justement de rester présente, en tout cas politiquement. Aujourd'hui, on rappellera qu'il y a quand même une rencontre entre Poutine
et le représentant iranien à Moscou. Ministre des Affaires étrangères iranien, oui. Qui a été accueilli par Poutine. Voilà, il a été accueilli par Poutine et il y a eu des déclarations très fortes de Poutine qui condamnent objectivement l'agression israélienne, ce qui est quand même assez fort de la part des Russes, contre l'Iran, et qui estime que l'Iran, comme tout pays, a le droit de développer un programme nucléaire à partir du moment où il n'est pas militaire. Donc, c'est une guerre qui peut effectivement ensuite derrière se développer, et l'on voit les insistances de certaines personnalités aux États-Unis, notamment McFaul, qui est un des cardinals de l'ombre, qui fut l'un des ambassadeurs américains en Russie à l'époque des révolutions de couleur d'ailleurs, et qui a tweeté en disant un peu de courage maintenant, Monsieur le Président, parlant à Trump, après l'Iran, est-ce que ça ne serait pas le tour de la Russie? Donc, effectivement, nous sommes dans une guerre qui se développe, et malheureusement, c'est le cas dans la mesure où il n'y a ni la volonté ni les ressources pour lancer des affrontements massifs, et heureusement d'armer les unes contre les autres avec des millions de personnes qui vont se taper dessus. Il y a on va dire ce changement de paradigme territorial de la stratégie militaire qui va prendre des sites et des cibles ponctuelles à certains endroits pour essayer d'affaiblir l'ennemi à la source, en fait, en amont, et non pas l'attaquer en aval. Est-ce que réellement ça permet de gagner une guerre? Ça, on peut en douter. Mais en tout cas, ça permet d'affaiblir l'ennemi. Une guerre, ça reste quand même toujours derrière, pour ça de gagner, c'est quand même une question d'hommes, une question de territoire, et ensuite de faire tomber le pouvoir politique en face qui gouverne, qui est pas forcément Zelensky d'ailleurs à Kiev, ni Netanyahou à Tel Aviv, mais ça passe quand même par ces deux dimensions, une question d'hommes et de territoire, et une question de faire tomber un système politique. La puissance du système globaliste, c'est que c'est difficile de savoir où territorialement il se trouve et qui réellement, concrètement, le dirige. Et ça, c'est leur force, à la différence des systèmes nationaux classiques qui sont logiquement personnalisés et géographiquement posés. Donc, c'est aussi pour ça, je pense, que la Russie reste dans ce paradigme de plutôt postmoderne, pour le coup, qui lui, pour le coup, par contre, est adapté quand même aussi à la situation. C'est que elle essaye aussi de jouer sur ce fait de j'affaiblis à côté, je soutiens à gauche, je continue à protéger mon arrière dans le sens où j'ai besoin d'avoir une production économique, de relancer l'industrie, etc., pour fournir le front derrière et permettre au pays de tenir, parce que c'est une guerre qui va durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas. C'est en tout cas un combat qui est de très très longue haleine. Alors, j'ai énormément de questions, alors je ne sais pas si je pourrais toutes les poser, mais je pense qu'elles sont importantes pour comprendre ce qui se passe actuellement. Premièrement, il y a cette idée que tu évoques, qui ne relève pas du tout d'une théorie complotiste, mais qui réellement est en train d'être défendue aux États-Unis, c'est-à-dire l'idée d'attaquer la Russie après l'Iran. Je vais mettre le screenshot d'ailleurs que tu m'as envoyé du tweet d'un professeur qui était un ancien ambassadeur, etc., qui l'a ouvertement dit. C'est-à-dire on ne se cache même plus pour proposer l'idée de frapper la Russie après l'Iran. Et puis il y a la deuxième problématique. Si on émet l'hypothèse que les retraits stratégiques, entre guillemets, opérés par la Russie, autant en Syrie qu'éventuellement en Iran, si on émettait l'hypothèse que tout cela s'inscrit dans une stratégie globale de guerre d'attrition menée par la Russie contre l'Occident, et qu'au fait, plus elle se retire stratégiquement, plus elle embourbe l'Occident dans des guerres dont il n'a pas la capacité industrielle. Parce que là, on voit quoi? On voit que depuis les frappes iraniennes, les réponses iraniennes contre la frappe israélienne, on voit que Israël s'accapare l'essentiel des livraisons de missiles antiaériens, qui désormais vont de moins en moins en Ukraine et de plus en plus en Israël. Parce que ce que fait la Russie en Ukraine avec les attaques de drones, avec la cadence de production qui a augmenté de la Russie et qui fait qu'elle peut se permettre d'envoyer 200 drones littéralement par jour contre l'Ukraine, va finir par épuiser les stocks de missiles patriotes américains.
sachant que les Américains, ayant connu également la désindustrialisation durant ces 30 dernières années, ne peuvent plus fabriquer parfois ce qu'ils fabriquaient il y a 30 ans. Et que peut-être plus l'Occident s'embourbera dans les territoires cédés par la Russie, plus la guerre d'attrition menée par la Russie contre ces pays-là sera efficace. Est-ce que ça peut tenir la route ? Ça peut tenir la route si l'on se remet d'ailleurs dans cette logique de la guerre napoléonienne. C'est-à-dire qu'avoir laissé avancer Napoléon, épuiser l'armée française, mais, et c'est là où justement c'est la différence, à un moment donné, il a fallu passer à l'attaque. C'est-à-dire que ça ne peut marcher que si à un moment donné, la Russie et les élites russes arrivent à prendre la décision de passer réellement l'offensive, ce que pour l'instant, ils ne font pas. C'est-à-dire que quand on avance 50 mètres par 50 mètres, on appelle passer une offensive. Il faut quand même être réaliste. Et puis surtout, il faut éviter de refaire la même expérience, parce que je rappelle que Moscou avait été prise et brûlée. Donc on souhaite qu'ils ont changé quand même un peu le scénario. Ouais, ça serait bien qu'il s'arrête avant Moscou, effectivement, aussi. Personnellement, j'aimerais beaucoup. Donc, c'est possible, mais si effectivement la Russie va passer à un moment donné à l'offensive, et pour passer à l'offensive, on en revient exactement à ce qu'on disait avant, il faut qu'elle sorte du paradigme globaliste. Est-ce que réellement les élites russes sont prêtes à le faire ? Il semble, à certains moments, on est plus positif, à certains moments, on est à nouveau complètement désespéré. Quand nous avions fait la dernière émission, on s'inquiétait d'ailleurs justement de cette incapacité des élites russes à nommer l'ennemi et à ce danger direct qui est cet espace qui peut se creuser entre la population qui, elle, a compris que la Russie est en danger et qui a cette conscience physique, familiale du monde russe, et que pour elle, le monde russe, elle s'arrête pas aux frontières de la Russie, parce que c'est presque dans les gènes. Et il y a eu une déclaration extrêmement intéressante de Medinsky, je crois, le lendemain ou 2 jours après notre émission. Il le fait exprès, il aurait pu le dire avant. Il aurait pu le dire avant, ça nous aurait aidé quand même. Et comme quoi, nous avons quand même une bonne intuition des choses, puisque c'est quand même la première fois où, objectivement, et c'est quand même proche de Poutine, c'est le premier cercle poutinien, donc parce que certains estiment que c'est une personne de second rang, pas du tout, qui a dit ouvertement que il y a quand même un danger parce que la population russe veut que l'armée russe aille beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que maintenant. Donc, en gros, il dit clairement que actuellement, pour l'instant, les élites russes retiennent l'armée et que si ce verrou saute, derrière, il y a cette vague populaire qui va se mettre en place et qui peut écraser tout. Le problème, c'est qu'elle peut écraser les élites en place aussi au passage, ce qui est beaucoup plus dangereux. Donc, on voit en tout cas que oui, c'est possible, la guerre d'attrition est faisable et la Russie peut gagner si elle a le courage final de passer à l'attaque. Peut-être ça viendra, d'autant plus que si cette guerre d'attrition continue durant les 5 prochaines années, ça permettrait même à la Russie, à terme, de tester l'article 5 de l'OTAN. Parce que personnellement, peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas que si la Russie envahit les pays baltes, que l'article 5 va être activé pour les pays baltes. J'y crois pas du tout. Mais pour personne. Sauf pour l'Europe de l'Ouest. Ouais, si jamais la Russie envahit l'Alaska, je pense quand même qu'il va être appliqué. Mais voilà. Non, je pense pas que la Russie ait aucun intérêt dans l'Alaska. Mais si on parle sur le continent européen, puisque nos chères élites s'angoissent toujours en disant mon Dieu, et comme disait d'ailleurs le secrétaire général de l'OTAN, soit vous mettez 5% de PIB pour la défense, soit vous apprenez à parler le russe. C'est une fantasmagorie a priori. Bien entendu. La Russie n'a absolument pas du tout l'intention de sortir, en tout cas en dehors des frontières du monde russe. En revanche, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est un paravent, cet article 5. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils sont de cache-misère qui doit faire illusion. C'est que ça marche tant qu'on y croit, en fait. Ouais. Et puis pour les pays baltes, alors je l'ai dit sur le ton de la plaisanterie, mais ça pourrait devenir un foyer de tension à l'avenir parce que le corridor qui connecte la Russie à Kaliningrad, qui est également la Russie, peut à n'importe quel moment. D'ailleurs, il y avait déjà une tentative de le fermer. Et puis si jamais ça se ferme définitivement, ça veut dire que 300 ans d'histoire russe vont être annihilés d'un seul coup, c'est-à-dire depuis Pierre le Grand.
et l'ouverture sur la mer Baltique, etc. Et la Russie ne peut pas se permettre de perdre cette fenêtre-là, qu'elle a chèrement payée historiquement, pardon. Alors, il y a un dernier élément peut-être. J'ai observé un truc et je voulais avoir ton opinion. C'est que l'opération menée par l'Ukraine contre les bombardiers stratégiques, l'opération Toile d'araignée, je ne sais pas comment ils l'ont appelée, c'est une opération qu'on ne peut pas improviser en une semaine. C'est un truc qui se prépare pendant des mois et des mois, au moins 6 mois. On l'avait déjà dit lors du précédent épisode. Donc, 10 ans, 6 mois. Et on a remarqué que Israël, en Iran, a adopté la même stratégie. Il y avait des camions avec des drones qui décollent, qui ont neutralisé la DCA iranienne à côté des sites pour permettre des frappes avec des F-35 et des F-16. Alors, soit les deux ont développé, comme par hasard, par coïncidence, leur opération en même temps, ils ont commencé en même temps à la développer, soit c'est Israël qui a développé l'opération pour les Ukrainiens et qu'il a laissé les Ukrainiens la faire en premier pour voir si ça marche, pour par la suite l'appliquer en Iran. Ce qui impliquerait également une co-belligérance israélienne dans le conflit en Russie et une attaque directe contre la Russie. Alors, c'est peut-être tiré un peu par les cheveux, mais je vois mal les Ukrainiens tout seuls développer une opération si complexe, sachant qu'Israël a fait la même chose avec un mois d'intervalle. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, on avait soulevé la piste britannique dans cette opération, c'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre, parce que je pense pas qu'Israël travaille tout seul non plus dans son garage, donc a priori, c'est évident qu'il y a une connexion des services de l'OTAN et que pour ça, ils travaillent absolument en même temps. Donc, oui, il y a effectivement un petit problème qui se pose et qui se pose de façon assez directe parce que Israël objectivement soutient quand même l'Ukraine. La question se pose aussi, on parlait de l'allié chinois de la Russie, mais enfin la Chine produit des drones quand même, on va dire qui, au moins dans le langage diplomatique, sont à double finalité, donc pas uniquement civile. Donc, il y a quand même effectivement un problème de co-belligérance qui se met en place et il me semble que c'est aussi la raison pour laquelle la Russie ne veut pas finaliser le paradigme ami-ennemi parce que elle espère, en restant dans une position postmoderne, de pouvoir petit à petit quand même essayer de limiter cette co-belligérance, c'est-à-dire limiter les tentations de ces pays comme Israël ou peut-être la Chine de finalement lui planter un couteau dans le dos. Donc là aussi, c'est la question de toute la finesse du jeu diplomatique quand on le joue à long terme. Même si à un moment donné, à court terme, des fois, on aimerait bien mettre un petit peu les points sur les i et que les choses soient un petit peu plus claires. Il est vrai que quand on regarde la situation à long terme, c'est extrêmement compliqué comme situation parce que il y a aussi quand même une très forte population, et Poutine l'a rappelé, il y a une très forte population russe en Israël. Et avec un demi-sourire, il a rappelé aussi que il y a donc aussi ces intérêts nationaux russes qui sont en Israël. Donc, on va dire que la Russie n'est pas dupe, je pense, de la situation. Mais pour l'instant, c'est pas son intérêt non plus d'ouvrir des fronts à droite et à gauche. Ça, je comprends. Et puis, dernière question peut-être, un peu provocatrice. Pour expliquer la mollesse apparente, en tout cas de la réaction russe par rapport à l'Iran, c'est qu'en même temps, la Russie ne veut pas d'un effondrement de l'Iran, et ça on peut le comprendre, mais en même temps, quelque part peut-être, elle partage une non-envie de voir l'Iran avoir l'arme nucléaire. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Après, la question qui se pose, est-ce que l'Iran n'a pas déjà un peu l'arme nucléaire ? C'est une hypothèse. Ça aussi, ça peut être la question, parce que disons que les informations ne sont pas forcément non plus divulguées. Et puis il y a le marché noir, il y a beaucoup de choses. Après la chute de l'Union soviétique, il y a des rumeurs selon lesquelles l'Iran a pu acquérir quelques bombes nucléaires tactiques, mais elle n'a pas encore la capacité autonome peut-être d'en produire suffisamment. Mais dans tous les cas, est-ce que si l'Iran a l'arme nucléaire, est-ce que c'est un problème pour la Russie et pour son influence dans la région ? Parce qu'elle va moins dépendre de la Russie, l'Iran va moins dépendre de la Russie. Je sais pas. Je pense pas parce que le simple fait d'avoir l'arme nucléaire n'est pas en soi une garantie. C'est une garantie de sécurité intérieure parce que ça fait réfléchir avant d'attaquer un pays qui a au moins quelques bombes nucléaires, oui. Mais ça n'est pas forcément une garantie de puissance sur le plan politique, sur la scène régionale. Ça, à mon avis, sont deux paradigmes complètement différents.
Et la Russie, au contraire, a besoin d'alliés qui soient forts. Donc, elle n'a pas besoin d'alliés qui soient faibles, parce que c'est des alliés faibles. À un moment donné, le problème, c'est que tu passes ton temps à devoir les aider. Et quel est l'intérêt à terme aussi. Donc, si l'Iran se dote de l'arme nucléaire, hein, mais l'Iran garde ou met en place des élites qui soient réellement déglobalisées et qui soient réellement fortes, hein, et nationales, dans ce cas-là, ça peut être un allié extrêmement intéressant pour la Russie, au contraire. Mais comme la Russie n'a pas de garantie, elle préfère la prudence. Et en plus, ça va la mettre en porte-à-faux avec les pays arabes, qui d'ailleurs se sont très bien comportés durant le conflit en Ukraine vis-à-vis de la Russie. Tout à fait. Donc c'est pour ça que, pour l'instant, on joue un petit peu sur tous on les est dans tableaux. la postmodernité, On effectivement. dévoile les cartes, et c'est normal aussi, de toute façon. Oui. C'est logique. Karine Bechegolovko, merci infiniment. On vient de conclure 1 heure exactement. Voilà. Donc parfait. Merci Rachid, merci à tous. Et à très bientôt, Karine. À très bientôt.